Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, où les relations sont souvent idéalisées, il est crucial d'explorer la face cachée de l'engagement romantique. Le célèbre psychiatre Carl Jung a mis en lumière les défis et les pièges potentiels qui accompagnent la recherche d'un partenaire, suggérant que le célibat peut parfois être un chemin plus enrichissant vers l'épanouissement personnel. Plongeons dans le concept fascinant de l'ombre, tel que conceptualisé par le célèbre psychiatre Carl Jung. Jung croyait que chaque individu possède une ombre, un aspect inconscient de la personnalité, qui recèle des pensées, des sentiments et des impulsions réprimées. Ces aspects de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables, que nous cachons à la fois au monde et à nous-mêmes. Considérez ceci. Dans les relations, cette ombre peut être projetée sur notre partenaire. Imaginez votre propre insécurité, vos peurs ou vos frustrations reflétées par quelqu'un d'autre. Cela peut entraîner des conflits, du ressentiment et une litanie de malentendus. Alors que le célibat, au contraire, offre une opportunité unique. C'est une chance de confronter directement sa propre ombre. C'est dans la solitude que nous pouvons vraiment nous examiner, explorer ces recoins cachés de notre psyché et nous embarquer dans un voyage de croissance personnelle. Pourquoi tant de gens s'accrochent-ils au modèle de l'amour romantique, malgré ses souffrances inhérentes? Jung a soutenu que vivre sans conscience de son ombre est destructeur. Et dans le royaume de l'amour, cette ombre se manifeste souvent de manière intense. Jalousie, contrôle, dépendance, ressentiment. La réponse, peut-être, réside dans la peur. La peur d'affronter la vie seule, sans la promesse d'une fin heureuse de conte de fées. L'attrait d'un partenaire, d'une connexion, peut servir de distraction à la tâche souvent inconfortable d'explorer nos propres profondeurs. Jung a déclaré que la solitude ne consiste pas seulement à être physiquement seul, mais à se connecter avec soi-même, à confronter nos vérités. Et c'est précisément ce que l'amour romantique peut nous aider à éviter. Il crée une illusion d'exhaustivité, un faux sentiment d'être entier par la présence d'un autre. Mais que se passe-t-il lorsque nous cherchons chez les autres ce que nous avons abandonné en nous-mêmes? Des films aux chansons, en passant par les livres, on nous apprend à croire que le bonheur se trouve à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre. Mais ce que nous cherchons désespérément chez un partenaire ne peut être donné que par nous-mêmes. L'amour romantique, dans son essence, peut être une forme d'évasion, une fuite de soi-même, de nos ombres et du poids de la responsabilité personnelle. Jung croyait que l'intégration de l'ombre est cruciale pour la complétude. Alors je vous le demande, comment pouvons-nous réaliser cette intégration lorsque nous projetons constamment nos parties non résolues sur les autres? Et plus important encore, comment pouvons-nous vraiment aimer quelqu'un d'autre si nous ne nous aimons pas nous-mêmes en premier? Passons maintenant à une idée fausse courante sur l'amour, l'idée que quelqu'un nous complète. Cette notion romantique, souvent illustrée par le cliché de la moitié d'orange, est profondément ancrée dans notre conscience collective. On nous apprend à croire que sans relation, il nous manque quelque chose, que nous sommes fondamentalement incomplets. Mais je vous le demande, qu'est-ce qui manque vraiment? Est-ce l'autre moitié d'un tout mythique? Ou est-ce la compréhension de nous-mêmes, sans la projection de nos besoins non satisfaits sur un partenaire? Jung a mis en garde contre le plus grand danger pour la psyché humaine. Perdre son individualité en fusionnant émotionnellement avec une autre personne. Dans cette fusion, nous sacrifions notre liberté, le processus même d'individuation, de devenir qui nous sommes vraiment. L'amour, dans sa forme la plus vraie, ne devrait pas consister à se compléter, mais à se compléter. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un pour combler un vide en nous, mais de partager ce que nous avons déjà, dans toute notre complétude. Cela exige un courage immense, le courage d'abandonner les illusions qui nous ont été imposées,
de faire face à nos propres ombres et de devenir entiers, avant même d'envisager de partager notre vie avec quelqu'un d'autre. Et si nous abandonnions cette quête romantique de la moitié d'orange, que reste-t-il? La réponse, mes amis, est la possibilité de véritables connexions. Des connexions fondées sur la liberté et le respect, sur l'amour-propre et la paix avec soi-même. Des connexions libres des chaînes des attentes irréalistes et de la pression de se conformer aux idéaux sociétaux. L'amour véritable s'épanouit lorsque deux individus, entiers et indépendants en eux-mêmes, choisissent de s'unir, non par besoin ni par manque, mais par un désir partagé de croissance, de connexion et de joie. Abordons maintenant un aspect crucial des relations, le concept de sacrifice. Dans les partenariats sains, les compromis sont naturels, voire nécessaires. Cependant, il existe une distinction fondamentale entre le compromis et l'abandon de soi. Les sacrifices qui nient notre identité, qui entravent notre croissance et qui nous réduisent au silence ne sont pas des actes d'amour. Ce sont des signaux d'alarme, des indicateurs d'un déséquilibre dangereux au sein de la relation. Jung a introduit le concept du conflit entre le persona et le soi. Le persona est le masque que nous portons, adapté pour répondre aux attentes des autres. Le soi, par contre, est notre véritable essence, notre moi authentique. Lorsque nous faisons des sacrifices qui compromettent notre soi pour plaire aux autres, ce masque, autrefois une simple façade, se transforme en prison. Beaucoup de gens endurent des relations malheureuses par peur d'être seuls. Mais la solitude, paradoxalement, révèle une vérité profonde. Nous sommes essentiellement seuls dans notre expérience de vie. Comme l'a dit Jung, la solitude ne concerne pas le manque de compagnie, mais le fait d'être déconnecté de soi-même. Pensez aux personnes que vous connaissez. Ceux qui vivent seuls, pourtant en paix avec eux-mêmes, contre ceux qui sont dans des relations, mais qui ressentent un vide constant. De nombreuses relations sont motivées par la peur. Peur de la solitude, peur du jugement, peur de l'échec. Notre société célèbre souvent le fait de vivre avec quelqu'un, même si cette personne nous fait nous sentir plus seuls que d'être seuls, comme un signe de succès. Nous affichons des photos heureuses sur les médias sociaux, tout en évitant le contact visuel dans la vraie vie. Nous simulons le bonheur, tout en ignorant les murmures de notre âme. La solitude, en revanche, nous offre l'opportunité d'affronter ces murmures, d'explorer les profondeurs de notre être et de découvrir qui nous sommes vraiment, sans les distractions et les exigences d'une relation. C'est dans la solitude que nous pouvons commencer à construire un sentiment d'amour-propre, qui est la véritable base de toute connexion significative. Nous avons parlé de l'ombre, de l'importance de l'amour-propre et du piège de la moitié d'orange. Mais comment briser les chaînes des prisons émotionnelles que nous créons souvent dans nos relations? La première étape, sans doute la plus difficile, consiste à reconnaître l'existence même de ces prisons. Nous devons faire face à nos ombres, à ces parties de nous-mêmes que nous avons réprimées et ignorées. Et nous devons nous poser une question fondamentale. Qui sommes-nous en dehors de la relation? Cette question peut être terrifiante. Elle pourrait révéler une identité que nous avons construite sur quelque chose d'irréel. Une identité qui s'effondre lorsque la relation est enlevée. Mais aussi effrayante que soit cette prise de conscience, elle est aussi profondément libératrice. En revendiquant notre individualité, les relations cessent d'être des prisons et deviennent des espaces de croissance, de connexion et de joie partagée. Nous n'avons plus besoin de contrôler l'autre, car notre bonheur ne dépend plus de lui. Nous pouvons aimer sans nous perdre nous-mêmes, car l'amour n'est plus une échappatoire, mais un choix conscient et libre. Ceci nous amène à la question de la fidélité. Et si la notion de loyauté telle que nous la connaissons n'était qu'une illusion de contrôle?
Jung a mis en garde contre l'archétype du contrôleur, né de la peur de perdre ce que nous considérons comme nôtre, y compris l'amour, la sécurité et même notre propre identité. Est-il possible d'aimer sans contrôle? La société nous apprend que l'amour exige une exclusivité totale, émotionnelle, physique et même numérique. Combien de couples vivent sous une surveillance constante, traitant les mots de passe, les messages et les médias sociaux comme des champs de mines potentiels? Cette normalisation de la surveillance démontre non seulement un manque de confiance envers le partenaire, mais aussi un manque de confiance envers notre propre capacité à faire face à une éventuelle trahison. L'infidélité, peut-être, n'est pas le plus gros problème. Selon Jung, les désirs réprimés grandissent dans l'ombre, devenant plus forts et plus destructeurs, menant finalement à des conflits au sein de la relation. Alors pourquoi les relations ouvertes sont-elles souvent considérées avec préjugés? Peut-être parce qu'elles révèlent une vérité inconfortable. L'amour et le désir ne coexistent pas toujours de manière exclusive, et cela remet en question tout ce que l'on nous a appris sur l'amour romantique. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.